Donc le statut de la transmission, il est lié évidemment à la division des générations à l'intérieur des sociétés humaines, le statut des classes d'âge. Je vais aller vite, je vais plutôt parler rapidement des sociétés traditionnelles, qui sont souvent des sociétés du nous autres, des sociétés communautaires, et où ce sont toujours des rites, notamment des rites de passage, qui régulent la transmission d'une génération à une autre. Ce sont souvent d'ailleurs des sociétés qui ignorent la notion d'adolescence, puisque les rites d'initiation, par exemple, font l'économie, dans un certain nombre d'entre elles, de cette notion d'adolescence. On passe d'emblée de l'enfance à l'âge d'homme ou à l'âge de femme. Je rappelle aussi que les rites de passage ne sont pas obligatoires dans toutes les sociétés humaines. Margaret Mead a décrit des sociétés où il y a un passage insensible de l'enfance à l'âge d'homme ou à l'âge de femme. Il n'y a pas une ritualisation particulière à un moment ou à un autre. Voilà. Dans nos sociétés, maintenant, et pour aller aussi très très vite, pendant longtemps, on peut dire la transmission s'est faite dans une sorte d'évidence. Et il a fallu longtemps pour que s'invente en quelque sorte l'enfance et l'adolescence dans nos sociétés occidentales. Philippe Ariès fait remonter l'invention de l'enfance au début du XVIIIe siècle et l'invention de l'adolescence quelques décennies plus tard. C'est pour la première fois, enfin pas la première fois, parce qu'il y a eu les Grecs, les Romains, etc. Mais en tous les cas, après une longue période, nos sociétés donc vont détacher l'enfant, vont porter sur l'enfant donc un regard particulier. Mais ce qui nous intéresse davantage, là, c'est l'adolescence. Et l'adolescence d'abord dans les milieux privilégiés, les milieux de la bourgeoisie, les milieux de la noblesse, parce qu'il va falloir former. Donc on est aussi au plein cœur de la transmission. Les milieux privilégiés donc vont vouloir former davantage une partie donc vont vouloir former leurs enfants. Dans le courant du 19e, ce sont les lois Ferry qui vont davantage, évidemment, démocratiser cette notion d'adolescence en suspendant, en quelque sorte, l'adolescent dans un entre-deux, enfin le garçon, la fille. La notion d'adolescence n'est pas encore vraiment cristallisée, mais en tous les cas, il y a une sorte de suspension, de mise en apesanteur de cette classe d'âge où on va apprendre, les enfants vont être un long moment à apprendre à lire, à calculer, à l'histoire de la France, etc., etc. Mais pourtant, il faudra attendre quasiment la première partie du XXe siècle pour que l'ensemble des enfants de France, mais aussi d'Italie ou d'ailleurs dans d'autres pays européens, accèdent vraiment à cette notion de scolarité obligatoire. Pendant très très longtemps, même au début du XXe siècle, dans beaucoup de milieux ruraux et dans les milieux populaires également, les enfants travaillent, aident à la ferme, etc. Et donc, il n'y a pas vraiment la notion d'adolescence, finalement, ils l'ignorent. Ils sont dans ce passage insensible vers l'âge d'homme, vers l'âge de femme. Alors l'invention de l'adolescence, avec tous les problèmes de transmission qui vont émerger, l'invention moderne, disons, de l'adolescence, elle date des années 50. Le premier grand texte américain dont on dispose sur la youth culture, c'est Parsons, qui décrit donc une culture de la jeunesse qui est très différente désormais de la culture des parents. Et dans les années 50, explose une immense littérature américaine et un cinéma américain également extrêmement puissant, une littérature qu'on lit toujours avec autant d'émotion. C'est Salinger, L'Attrape-cœur. C'est Le cœur est un chasseur solitaire de Carson McCullers ou Frankie Adams, du côté des filles, le mal de vivre des filles, la difficulté aussi de dialoguer avec ses parents, d'être entendu, etc. Et puis d'autres, Sylvia Plath, d'autres grands auteurs américains. En Europe, ça va être plutôt des grands auteurs italiens, d'ailleurs, comme Moravia, Elsa Morant, Pasolini, etc., qui vont... Il y a moins d'exemples. Il y a Annie Ernaux dans la littérature française, mais bon, il n'y a pas d'équivalent de la puissance de la littérature américaine ou italienne sur cette période. Mais c'est l'émergence d'une intranquillité, en quelque sorte. Désormais, les choses ne vont pas forcément, ne coulent plus de source entre les parents et les enfants. J'ai oublié le cinéma américain avec les grands films de Nicolas Ray, mais notamment La Fureur de vivre qu'on connaît tous. Puis d'autres Bergman en Suède, qui posent également le problème de la jeunesse suédoise dans des films magnifiques et dans un style extrêmement différent. En France, sont plutôt des auteurs comme Marcel Carné avec les tricheurs, etc.
Et puis, donc, on avance dans les années 60, et là, c'est Edgar Morin qui va faire un travail magnifique aussi de description de l'adolescence, de la culture adolescente. Je vais vite parce que je sais que le temps est très mesuré. Je voulais dire quand même quelques mots donc sur mai 68, par exemple, qu'on peut analyser comme une crise du sens, une crise majeure de la transmission, une crise majeure des générations. On a dit mai 68, révolte contre le père, etc. Et c'est vrai que ça va contribuer, pas seulement en France, hein, dans l'Europe et aussi aux États-Unis, ça va contribuer à un remaniement assez radical des rapports aux enfants, des rapports à l'université, à l'école, etc. Alors, dans les années 80-90, c'est là où celle dont nous sommes les héritiers, c'est l'émergence de l'individualisation du sens. C'est-à-dire qu'une société d'individus prend le pas sur une société société de classe, disons, qui était la nôtre dans ces années-là, 70, 80. C'est la grande époque de Bourdieu, qui décrit des cultures de classe, où on est des héritiers, où il y a une espèce de reproduction sans fin à travers l'habitus. On peut dire qu'à partir du début des années 90, on rompt totalement avec cet univers-là. Nous devenons des individus, c'est-à-dire que chacun de nous devient l'inventeur des significations, des valeurs avec lesquelles il entend vivre. Donc le sens se fragmente, s'individualise, et les cultures de classe volent en éclats, n'existent absolument plus aujourd'hui. Les cultures régionales n'ont plus guère de sens, disons. Les cultures d'âge également tendent à disparaître. Et on pourrait dire que du côté de l'adolescence, les adolescents vont devenir leurs propres passeurs, et parfois donc dans une opposition avec leurs parents. Également dans une extraordinaire fragmentation des classes d'âge, puisque l'adolescence, on peut dire, elle se solidifie dans ces années 60-70, mais elle vole en éclats à nouveau à partir de ces années 90 sous l'égide de l'individualisation du sens. C'est l'apparition des préadolescents, donc des gamins de 11 ans, 12 ans, 13 ans, qui par exemple développent une sexualité déjà assez intense. Ce sont les grossesses précoces d'un certain nombre d'adolescents ou d'avortements que nous allons devoir proposer. Mais ce sont également des garçons qui ont un parcours de délinquance vertigineux déjà à 12, 13 ans, 14 ans. Donc ça, ce sont les préados, ceux qui veulent griller les étapes, qui veulent entrer dans l'âge de femme ou dans l'âge d'homme le plus rapidement possible. Mais en même temps, on voit se multiplier à travers le monde l'inverse, c'est-à-dire ce qu'on a appelé en France les tanguis. Mais tout un tas de pays ont inventé leurs propres mots. Bon, là, j'aurais pu vous en citer une dizaine, mais je ne vais pas rechercher dans mon texte. Mais il y a un mot en Italie, il y a un mot en allemand, il y a un mot en anglais. Enfin, pour traduire, donc, ces jeunes hommes ou ces jeunes femmes qui ont 30 ans, parfois davantage, mais qui veulent absolument demeurer des enfants, plutôt plus exactement des adolescents, ou plus exactement qui refusent l'entrée dans la vie avec les responsabilités sociales, affectives, etc., que cela implique. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a évidemment plus aucun rite pour jalonner l'avancée vers l'âge d'homme ou vers l'âge de femme. Nous sommes, en tant qu'individus, évidemment, nous avons chacun en permanence à inventer nos vies, d'ailleurs, quel que soit notre âge. Mais au moment de l'adolescence, eh bien, nos adolescents vont devoir s'inventer, expérimenter. On pourrait dire d'ailleurs que l'expérimentation a pris le pas sur la transmission, sur l'éducation. Aujourd'hui, la jeunesse expérimente en permanence, expérimente les relations amoureuses, expérimente la rencontre avec l'autre, le travail, etc. On est dans un univers donc d'essais en permanence, où ça passe, où ça casse. Et également d'ailleurs l'expérimentation en termes de loisirs, de manière de s'habiller, de recours au tatouage, au piercing, à tous les produits de cette immense marchandisation du monde qui est apparue justement à partir de ces années 90.
Donc, se frayer son propre chemin avec des rituels sociaux qui n'ont plus aucun sens, parce que toutes les anciennes scansions sociales volent en éclats, c'est-à-dire la première relation sexuelle n'a plus beaucoup de sens avec des jeunes qui multiplient finalement les rencontres amoureuses. Les diplômes scolaires n'ont plus le même sens qu'autrefois, quand toute une génération a son bac, quasiment, quand 90% de nos jeunes ont leur bac. On voit plus très bien l'importance, c'est plutôt ne pas en avoir qui devient une tragédie personnelle. Le service militaire n'existe plus. Bon, il y a plus. Ce n'était pas d'ailleurs des rites de passage, comme on le dit souvent. Ça n'a pas la puissance de transformation des rites de passage dans les sociétés traditionnelles. Mais c'était dans nos sociétés des moments importants. La première relation sexuelle, la première relation amoureuse, accéder au bac, accéder à l'université. Bon, peut-être le permis de conduire est-il l'une des rares choses qui surnagent un peu dans ce monde. Et aujourd'hui, vous diriez que la transmission, justement, est défaillante et que du coup, les adolescents sont perdus? Alors, non, enfin, oui, il faut que je réponde très vite, je sais bien. Donc, d'une part... On aura le temps de reparler de tout ça tout à l'heure, donc ne vous inquiétez pas. Mais voilà, je calme le jeu. En fait, c'est une immense question que vous soulevez, parce que pour moi qui travaille essentiellement sur les conduites à risque des jeunes, c'est-à-dire sur le mal de vivre, je pourrais dire que les conduites à risque qui touchent quand même entre un quart et un cinquième de la jeunesse française aujourd'hui, c'est-à-dire 1 sur 5 de nos jeunes, est en pleine détresse et joue sa vie d'une certaine manière. Donc on peut dire qu'il y a une faille, il y a une carence terrible, il y a un mal de vivre terrible qui ne cesse de croître, et dans le monde entier, qui accompagne la mondialisation. Donc on pourrait analyser les conduites à risque comme une faille de la transmission. Ce sont des jeunes qui vont être dans l'auto-initiation, mais en recourant à la douleur, en recourant au jeu avec la mort, en recourant à la privation, etc. Et ils vont se mettre au monde par eux-mêmes, on pourrait dire. Et très souvent, d'ailleurs, dans des situations conflictuelles ou très difficiles avec leurs parents. Mais ça ne veut pas dire que la transmission n'existe plus, évidemment. Elle fonctionne toujours pour une immense majorité de nos jeunes, mais elle a changé profondément de statut. C'est-à-dire qu'elle est aujourd'hui en concurrence, la transmission parent-enfant, par exemple, ou des enseignants avec leurs élèves. Elle est en concurrence avec la culture des pères, qui a PAIRS, oui. Ou le père, PERE, père ce pouvoir, et du coup le PAIRS. Sur le retrait plus ou moins des pères, dans le sens des parents, eh bien, émerge avec une puissance considérable aujourd'hui la culture des pères, c'est-à-dire la culture de l'échange, la culture d'où les centaines d'SMS. Les amis, le quartier, les copains. Les réseaux sociaux et tout ça. Bon, mais je pense que vous allez en parler, que Marcel Lebrun va en parler mieux que moi. Donc concurrence avec les pairs, concurrence avec Internet également. Et puis également, nous sommes entrés dans un monde d'une infinie pluralité de matrices de sens. Tout est débat et c'est un monde de la liberté, évidemment. C'est formidable que tout suscite débat, qu'il n'y ait consensus sur rien, que tout soit une question de point de vue. Comme d'ailleurs Boris tout à l'heure l'a évoqué, tout est une question de point de vue dans le monde d'aujourd'hui, alors que dans les années 60-70, il y aurait eu pas des impositions, mais en tous les cas des consensus majeurs sur des raisons de vivre, sur l'importance de suivre des études, etc. Aujourd'hui, on est plutôt dans un monde de débat permanent, c'est-à-dire de réflexivité. Tout devient réflexif, tout devient débat, et en ce sens, donc pour moi, il y a une crise de la parentalité qui évidemment émerge aujourd'hui. Il faudrait inventer un mot spécifique pour parler des parents d'adolescents. Parents d'enfants, ça coule de source. Parents d'ados, c'est autre chose. On entre dans une zone de turbulence, pas forcément négative d'ailleurs, mais en tous les cas dans un moment où il va falloir... Et vous avez une suggestion pour ce nouveau mot ou pas? Vous avez une suggestion pour ce nouveau mot à la place de parents? Vous avez réfléchi? Oui, on va dire parents d'ados en mettant des tirets. Enfin, j'ai...